Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Toujours dans le cadre de ce cours de théorie d'organisation, nous allons traiter avec vous aujourd'hui un dernier chapitre. Il s'agit de l'approche systémique de l'organisation. On va tout d'abord commencer avec une première section. Il s'agit des généralités à propos de cette approche systémique, de la notion de système, l'origine de cette notion, de cette approche et de la théorie systémique, les principaux auteurs et les principaux courants. D'abord, commençons par des généralités à propos d'abord de l'origine de la systémique. Et globalement, les auteurs attribuent l'origine de la systémique, cette approche systémique, à une théorie développée par Chester Barnard en 1938, la Gestalt Theory. En fait, qu'est-ce que la Gestalt ? La Gestalt, il s'agit d'un ensemble. Il s'agit d'un ensemble formé de parties et une structure qui relie les parties. On peut dire donc que c'est un ensemble structuré dans lequel les parties, les processus partiels dépendent de tout. Voilà. Donc il y a les parties qui forment le tout. Mais le tout est différent un tout petit peu de parties. Mais les parties sont essentielles pour former un tout. Ça donne un gestalt. Donc, ensemble structuré dans lequel les parties, les processus partiels dépendent de tout. Et le tout dépend des parties. Donc, cette notion de gestalt va donner naissance à ce qu'on appelle la Gestalt Theory, la théorie de la Gestalt, qui est à la base une théorie psychosociologique, psychologique, disons, et aussi philosophique, selon laquelle la perception saisit d'abord les ensembles indissociables structurés. C'est-à-dire, si je dois vous donner un exemple, je peux vous dire, si on regarde comme ça la nature, notre perception va saisir le tout. Ça veut dire ce qu'on est en train d'observer. Par exemple, des montagnes. On est en train d'observer des montagnes, on va voir les montagnes. Donc c'est ce que va saisir en priorité d'abord notre perception. Et ce n'est peut-être que par la suite qu'on peut s'intéresser à des détails qui se retrouvent dans cette nature. Mais la première chose qu'on va voir, c'est le tout. Et ce n'est que par la suite qu'on peut s'intéresser aux détails, aux parties qui forment le tout. C'est pourquoi la perception, d'après cette théorie, ne saisit pas d'abord les éléments ou les parties constituant un tout, mais saisit le tout avant les parties. On voit le tout, on saisit le tout, et par la suite, on peut s'intéresser aux parties qui forment ce tout. Ça veut dire l'ensemble. De là va venir la notion de système. Comment on va définir le système ? Il y a plusieurs définitions. Mais d'abord, d'après cette théorie de la Gestalt, de la notion de Gestalt, on peut dire qu'un système est un ensemble de parties interdépendantes. Mais cette interdépendance ou ces parties ne sont pas, leur existence n'est pas comme ça fortuite. Mais ces parties sont là et sont agencées par l'intermédiaire d'une structure pour atteindre un but. La structure assure les liaisons et les relations entre les parties. Et ce sont ces liaisons et ces relations entre les parties qui donnent un fonctionnement déterminé pour ces parties et qui font un tout, dont les caractéristiques sont différentes des caractéristiques des parties. Donc, qu'est-ce que la structure d'un système ? Représente la disposition des organes les uns par rapport aux autres. C'est l'ensemble des relations non fortuites. Ça veut dire des relations non fortuites, ça veut dire des relations voulues qui lient les parties pour réaliser des objectifs. Donc non fortuites, liant les parties d'un système entre elles et au tout. Donc, si je dois aussi vous donner un exemple par rapport à ce que je viens de vous expliquer, c'est que on va donner le parallèle, par analogie, le corps humain en tant que système. Il faut considérer que le corps humain est un système, est composé d'un certain nombre d'éléments organiques. Je
je donne quelques exemples. Le cerveau, le cœur, l'estomac, les poumons, etc., etc. Ce sont des organes, des parties. Ces organes reposent sur un squelette. Et ces organes sont interreliés, interdépendants. C'est ce qui donne une structure. Qu'est-ce que donc la structure? C'est le squelette et la relation qui lie ces organes entre eux-mêmes. Donc, voilà la notion de structure. Mais ces organes, toujours par analogie par rapport au corps humain, ces organes sont agencés, ils sont en relation pour réaliser un objectif qui est de la survie, qui est de rester en bonne santé. Donc on peut dire que le corps humain est un ensemble d'organes agencés par une structure et il y a des relations entre ces organes. L'objectif final, c'est la survie de l'être humain, c'est rester en bonne santé. Voilà. Et peut-être on peut dire, par rapport à ce qui nous intéresse, c'est la même chose par rapport à l'organisation. L'organisation, c'est aussi un ensemble de parties ou un ensemble de fonctions, un ensemble de services agencés entre elles, et il y a des relations entre ces fonctions et ces services, et c'est ce qu'on appelle ces relations et cet agencement, c'est ce qu'on peut appeler structure, et qui donne un fonctionnement global, un fonctionnement complémentaire, un fonctionnement interdépendant de ces organes, de ces fonctions, et qui permettent à l'entreprise de réaliser, ou de l'organisation de réaliser un certain nombre d'objectifs. Finalement, donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, quelle est la problématique de cette approche systémique de l'organisation? C'est d'abord, il y a une grande question. Comment doit-on comprendre ou comment doit-on appréhender le fonctionnement d'une organisation? Doit-on la considérer comme la somme de ces éléments constitutifs? Est-ce que l'organisation est la somme des fonctions, des parties, des services qui composent l'organisation? Ou est-ce qu'on doit considérer les interrelations entre les fonctions et les départements? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit considérer l'organisation comme un tout indissociable, un tout formé par des parties, mais que le tout est beaucoup plus important que les parties? Et ce sont les relations, les interrelations, les interdépendances entre les parties qui font le tout. Donc, la réponse à cette problématique, il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à la réponse à cette problématique, et ce sont ces réponses, des écrits, des recherches de plusieurs auteurs qui vont donner naissance à cette approche systémique. On peut donner comme exemple d'auteurs qui viennent de diverses horizons, Norbert Wiener, qui est un mathématicien. Il s'est intéressé à ce qu'on appelle à la cybernétique. Il est le fondateur de la cybernétique. Dans la cybernétique, il y a cette notion importante de feedback. Et d'ailleurs, peut-être c'est Norbert Wiener qui va créer cette notion de feedback. Ça veut dire que tout système peut être autorégulé par la notion de feedback. Ça veut dire effet de retour. Et il y a des intrants, il y a des transformations, il y a des extrants. On vérifie la qualité des extrants, par exemple, des résultats réalisés. Il y a des feedbacks. Si tout va bien, on continue. C'est rien, il y a quelque chose qui ne va pas bien, on va opérer des changements, soit au niveau des transformations, soit au niveau des entrants. Cet effet de retour, on l'appelle feedback, et c'est le principe même de la cybernétique. C'est ce principe qui a peut-être donné naissance à la création aujourd'hui de robots. Ça veut dire des actions, il y a des intrants, il y a des actions, il y a un contrôle des actions, et il y a correction des actions, éventuellement, s'il y a des erreurs. Bien, il y a un autre auteur, c'est Karl Ludwig von Bertalanffy, qui est considéré d'ailleurs sinon il est le fondateur de cette théorie systémique. Grâce à ses recherches et un ouvrage qui s'intitule General System Theory. Et à la base, c'était un biologiste qui s'est intéressé au système qui se retrouve au niveau de la nature. Mais pour la suite, généraliser sa théorie, ses recherches à la théorie des systèmes.
Un autre auteur de cette approche systémique, c'est J. Wright Forrester, est un pionnier américain en informatique. Il est fondateur de ce qu'on appelle la dynamique des systèmes, qui traite d'ailleurs des interactions. D'ailleurs, les systèmes dynamiques qui sont en interaction continuellement. Donc c'est peut-être le premier qui a donné de l'importance à la dynamique des systèmes en mettant l'accent sur les interactions des parties qui constituent un système. On peut donner comme exemple aussi d'autres auteurs qu'on va étudier par la suite, Jacques Mélez, etc., qui va être fondateur de ce qu'on va appeler, par rapport à l'organisation, l'analyse modulaire des systèmes. On va laisser ça par la suite. On est en train d'étudier des généralités sur cette notion de système, sur l'approche systémique. Il y a des propriétés relatives au système. D'ailleurs, on vient de parler de dynamique des systèmes. Un système se caractérise par un certain nombre de composantes. Il y a toujours des intrants. On peut l'appeler l'énergie, même si il ne s'agit pas d'énergie. Parfois, il y a l'énergie, mais par rapport à l'entreprise, on peut parler aussi de matières premières, on peut parler de capital, etc. Mais il y a des transformations qui sont faites sur la base des intrants pour réaliser des extrants. Et ce sont ces extrants, la qualité ou le résultat réalisé, qui permet de faire l'effet de retour, la rétroaction, ce qu'on peut appeler en anglais le feedback, pour éventuellement corriger les actions au niveau des transformations, s'il y a éventuellement des résultats insatisfaisants ou des extrants qui ne répondent pas aux objectifs attendus, éventuellement peut-être corriger ou changer ou revoir les intrants. Mais toujours, c'est pour permettre au système de réaliser ses objectifs. Et les transformations dont on parle. On a dit les intrants, c'est ce qu'on peut appeler énergie, on peut appeler ça matière première, etc., etc. Les extrants peuvent être des objectifs réalisés, peuvent être des services fournis, peuvent être des produits réalisés, etc. Les rétroactions on a dit, servent à corriger éventuellement un certain nombre de déviations par rapport à l'objectif attendu. Maintenant, les types de transformations qui sont faites dans le cadre de ce qu'on appelle système opératoire ou dans l'entreprise, dans le cadre d'un système de production. Il y a plusieurs types de transformations. Il y a les transformations dans l'état physique et ou chimique des matières premières et qui permettent de donner naissance à des produits finis. Je vous donne un exemple. Comme entrant le lait et des transformations qui permettent de fabriquer à partir de lait, d'obtenir du yaourt. Il s'agit d'une transformation chimique. On peut parler de transformation physique aussi. Il y a des pièces qui rentrent comme matière première. Et il y a des modules, des moteurs, des produits finis qui sortent de l'autre côté. Donc, transformation physique, chimique, ce qu'on appelle les transformations de type industriel. Et il y a aussi les transformations, ce qu'on appelle spatio-temporelles. Comme certains systèmes, elles permettent telles que par exemple les entreprises de frigorification. Ils permettent par exemple d'étaler la consommation, par exemple des pommes, de la saison de la récolte, peut-être à toute l'année, d'étaler. Et donc c'est une transformation dans le temps. Il y a les récoltes qui sont faites pendant la saison des récoltes, mais il y a la consommation qui dure toute l'année, mais grâce en fait à ces systèmes qui permettent de prolonger la durée de vie des pommes à travers les frigos ou ces entreprises de frigorification. C'est une transformation dans le temps. Il peut s'agir aussi d'une transformation dans l'espace. C'est comme les entreprises qui opèrent dans le domaine de la logistique, de transport, des matières premières, des produits finis. Ils transforment, la transformation n'est pas physique, n'est pas chimique, mais elle permet de déplacer des produits, des produits dans l'espace, entre les pays, entre des continents. C'est ce qu'on appelle des transformations spatio-temporelles.
On peut parler aussi de transformation informationnelle. On peut pas, enfin, de transformation dans l'état d'esprit. Par exemple, c'est, je sais pas, les écoles à travers la formation, des systèmes de formation qui permettent, où il n'y a pas de transformation dans l'état physique ou chimique, parce qu'il ne s'agit pas ici de matières premières, mais il s'agit d'étudiants, par exemple, il s'agit d'élèves, d'écoliers, etc. Elles rentrent avec un niveau, mais elles sortent avec un autre niveau. Il y a des transformations, c'est les opérations de formation, l'enseignement, à travers les cours, les stages, les TD, les TP, etc. Et il y a une transformation qui s'opère et qui fait qu'il y a un niveau différent, qu'il y a une formation, qu'il y a même au niveau de la personnalité, il y a un changement, une transformation dans l'état d'esprit, dans les mentalités, etc. Et c'est par exemple des organisations, des établissements d'enseignement, etc. En tout cas, on peut dire qu'il y a plusieurs types de transformations qui sont faites dans le cadre de systèmes. Il ne s'agit pas seulement de produits ou de services, mais il s'agit de plusieurs types de services. Il y a l'aspect structurel des systèmes. On a dit la structure, il s'agit de l'agencement et la disposition de ces éléments constitutifs, mais aussi qui gère les relations et les interrelations entre les éléments composant le système. Comme il y a l'aspect fonctionnel des systèmes, ça veut dire l'aspect fonctionnel, c'est le fonctionnement d'un système. Et le fonctionnement d'un système implique des flux entre les parties, des flux d'informations, des flux de matière, de matériaux, de produits. Il y a le contrôle des flux, il y a des délais, il y a des boucles de rétroaction qui permettent de réguler le fonctionnement de systèmes. Voilà. Maintenant, à partir des connaissances qu'on a, de ces généralités sur ces notions de système, on va traiter de la théorie générale des systèmes. On a dit tout à l'heure, c'est Bertalan Amphi qui le premier va développer cette théorie générale des systèmes. Commençons par le contexte, c'est les années 50. Le fondateur, l'auteur principal, c'est von Bertalan Amphi. Il s'intéresse au fonctionnement global des systèmes, d'abord biologiques, parce que c'est un biologiste. Mais par la suite, on va trouver des applications, des similitudes par rapport à d'autres systèmes et qui vont faire une théorie qui va s'appliquer à d'autres systèmes. La nature est un système, voilà. L'être humain est un système, l'entreprise est un système, toute l'organisation est un système. Donc la théorie générale des systèmes a pour but de dégager des lois générales et des hypothèses applicables à tous les systèmes, physiques, mécaniques, sociaux et même des systèmes abstraits. L'idée principale, c'est qu'une analyse pertinente dans n'importe quel domaine, ou de n'importe quel phénomène, ou ensemble, ou en organisation, doit insister sur les interactions des éléments constitutifs du système. Les interactions revêtent plus d'importance que les parties du système. Et je dois vous donner, par exemple, si je peux vous donner un exemple, entre le raisonnement analytique, c'est le raisonnement classique, et le raisonnement systémique. Donc il y a deux types de raisonnement, analytique, systémique. Dans le cadre d'un raisonnement, d'une approche analytique, résoudre un problème consiste à décomposer le problème en ses composantes essentielles. Et pour traiter le problème, on traite les parties, on résout partie par partie. Le raisonnement systémique oblige de s'intéresser au problème dans sa totalité, s'intéresser aux interrelations des parties de problème. Donc, dans le raisonnement analytique, on s'intéresse aux parties qui composent le problème et on prétend résoudre le problème en résolvant ces parties. Dans le raisonnement systémique, on s'intéresse au problème dans sa globalité et les liens ou les interactions entre les parties composant soit le système, le problème, la difficulté, etc., etc. Donc, les niveaux de système, il y a plusieurs niveaux de système. On va des niveaux les plus simples aux niveaux les plus élaborés. D'abord, il y a le système dynamique simple. D'ailleurs, c'est un système mécanique, un système constitué d'éléments conçus pour produire des actions ou des mouvements prédéterminés. Exemple, les horloges ou les mécanismes d'horlogerie traditionnels. Voilà. Donc, c'est un mécanisme mécanique qui produit un certain nombre d'actions ou de mouvements prédéterminés d'avance.
C'est un système dynamique, simple. Il y a le système cybernétique. Dans un système cybernétique, il y a un contrôle, il y a un feedback. C'est un système qui se maintient en état d'équilibre préétabli. Je vous donne un exemple, c'est le cas de réfrigérateur. Dans tout réfrigérateur moderne, aujourd'hui, il y a un principe de thermostat qui coupe, par exemple, qui coupe le moteur, c'est le niveau de la température voulue et atteint. Et qui redémarre le moteur, ça veut dire le compresseur de réfrigérateur, qui redémarre le réfrigérateur de compresseur, c'est la température disons, est plus élevée que le niveau demandé. Donc il y a ce principe de thermostat qui maintient en état d'équilibre préétabli le réfrigérateur. Ça veut dire en température presque stable. Et cela est permis par ce principe de thermostat. C'est ce qu'on appelle un système cybernétique. Il y a un autocontrôle. Il y a un démarrage automatique de compresseur. Il y a un arrêt automatique de compresseur en fonction de la température voulue. Et il y a le système ouvert. C'est un système qui a la capacité d'évolution et de renouvellement. Par exemple, biologie, un microbe est un système ouvert qui peut se développer lorsqu'il y a un environnement propice, favorable. La nature est un système ouvert. On va dire même par la suite, l'entreprise est un système ouvert. Il vit dans un environnement, grâce à cet environnement, et ses rejets ou ses produits vont vers l'environnement. Donc c'est un système ouvert. Et il y a le système génétique sociétal, c'est le système de cellules caractérisé par une division de travail entre les cellules. C'est beaucoup plus que le microbe. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui ont une division, une sorte de division de travail entre elles et qui font finalement un travail global. Et dans la biologie, on sait qu'il y a un certain nombre de cellules qui se décomposent en plusieurs cellules et qui, par la suite, peuvent se diviser peuvent faire un travail global en divisant ce travail en miettes, en parcelles entre ces cellules. Et c'est ce qu'on appelle un système génétique sociétal. Il y a les systèmes animaux, caractérisés par la mobilité et le comportement orienté vers un but, comme il y a les systèmes humains, caractérisés par la capacité de communication des idées et l'interprétation des symboles et des signes. Il y a finalement les systèmes sociaux, tels que les organisations humaines, les systèmes transcendantaux, et c'est composé d'un ensemble de systèmes, un système, 10 systèmes. Voilà, sur ça, je vous remercie pour votre attention. On va laisser ce point de l'application de la théorie systémique aux organisations aux prochaines capsules. Merci pour votre attention.